Il y a 2000 ans, le mont Vésuve a semé la mort parmi les habitants de Pompéi. Conséquence de l'éruption, une pluie de pierres ponce et un nuage de cendres volcaniques s'abattent sur la ville et la plongent dans l'oubli pendant 1600 ans. Dans la panique générale, 54 personnes parviennent à se réfugier dans un sous-sol. Certains ont quitté leur foyer les mains vides, d'autres ont réussi à emporter leurs biens les plus précieux. Pendant quelques heures, ils ont échappé au sort de leurs voisins. Aujourd'hui, leurs squelettes sont sur le point d'être exhumés et analysés. Ils ont une histoire incroyable à nous raconter. Je m'appelle Don Wildman, et ça, c'est le cratère du Vésuve, un des plus célèbres volcans de tous les temps. En l'an 79 avant Jésus-Christ, il y a 2000 ans, il a frappé toute cette région du sud de l'Italie. Les villes romaines de Pompéi, Herculanum et Oplontis étaient dans la ligne de mire de ce volcan. Le Vésuve les a rayés de la carte en l'espace d'une nuit. Les édifices, les habitants, leurs coutumes, tout a disparu. Je veux à tout prix comprendre ce qui s'est passé là-bas. Mon père était professeur d'histoire, je dois tenir ça de lui. J'ai toujours eu l'ambition de venir à Pompéi, et après de longues années d'attente, le jour est enfin arrivé. Avant l'éruption, Pompéi compte 12 000 habitants. C'est une ville animée et florissante, où les aristocrates coulent des jours heureux, servis par une nuée d'esclaves, et où les marchands s'enrichissent de jour en jour. Construite sur le front de mer le plus opulent de tout l'Empire, Pompéi est un lieu de villégiature prisé des Romains fortunés. C'est un peu le Saint-Tropez de l'Antiquité. C'est ici que les plus riches construisent leurs résidences d'été, comme la fastueuse Villa Oplontis. L'historien John Clark pense qu'elle appartenait à Popée, la seconde épouse du cruel empereur Néron. Jusqu'à présent, les fouilles ont mis au jour une centaine de pièces. Les murs y sont décorés de fresques somptueuses aux pigments extrêmement rares, provenant des régions les plus reculées de l'Empire romain. Cela fait 20 ans que John étudie ce site. Selon lui, cela ne fait aucun doute. C'est dans cette ville de Campanie que l'élite romaine venait se payer du bon temps. La piscine privée de la villa se trouvait ici. Parlez-moi de Popée, la propriétaire des lieux. C'était l'épouse de Néron, mais elle avait la réputation d'être une femme aux mœurs légères. Elle menait une vie dissolue avec des partenaires masculins ou féminins et de tous âges. Bref, si on en croit les écrivains de l'Antiquité, c'était un sacré personnage. Je vous laisse imaginer ce qui a pu se passer dans cette piscine. Pour les Romains, faire l'amour avec quelqu'un de beau était considéré comme une offrande aux dieux. Que votre partenaire soit un homme ou une femme, qu'il soit jeune ou vieux, il fallait profiter pleinement de l'acte sexuel et remercier les dieux. Le concept me plaît. Oui, moi aussi. Surtout dans une piscine pareille. Les aristocrates n'étaient pas les seuls à aimer batifoler, comme le montrent les fresques de ces bains publics. Mais l'intérêt de Pompéi ne se limite pas à la vie sexuelle de ses habitants, loin de là. Quelques mètres sous terre, les bains, fontaines et autres piscines privées bénéficient du système d'alimentation en eau le plus élaboré de toute l'Antiquité. C'est une ville dont la construction a été mûrement réfléchie. Rien n'est laissé au hasard, de la disposition des rues aux habitations, en passant par les boutiques, les bars et les tavernes, sans oublier le plus ancien amphithéâtre du monde romain. Mais à Pompéi, le temps s'arrête définitivement en l'an 79 avant l'éruption du Vésuve. Pendant des siècles, cette ville opulente restera figée, ensevelie sous plusieurs milliers de tonnes de cendres émises par le volcan. Pour vous permettre de visualiser l'énorme quantité de cendres qui s'est abattue sur Pompéi et ses environs, regardez simplement ceci. Je me tiens au sommet d'un mur de cendres haut de 20 mètres. Vous ne rêvez pas, ce mur est constitué exclusivement de cendres.
La ville tout entière en était recouverte, tant et si bien qu'elle est tombée dans l'oubli pendant plus de 15 siècles. C'est au XIXe siècle qu'ont eu lieu les premières vraies fouilles archéologiques. Elles ont permis de mettre au jour les squelettes de centaines de personnes ayant vécu et trouvé la mort à Pompéi. Leurs chairs se sont décomposées, ne laissant que des espaces vides épousant la forme des corps. Les archéologues de l'époque ont rempli les interstices de plâtre liquide pour obtenir un moulage des victimes à l'agonie. Ces bouleversantes statues humaines ont beau avoir rendu Pompéi célèbre dans le monde entier, la méthode utilisée à l'époque a irrémédiablement contaminé les ossements. Elle a ainsi détruit les preuves qui, grâce aux technologies actuelles, auraient fourni de précieuses informations sur le mode de vie des Pompéiens. Les squelettes datant du 1er siècle sont d'une grande rareté, car les Romains brûlaient leurs morts. Pour les chercheurs, la déception est d'autant plus grande. Mais aujourd'hui, certains d'entre eux reprennent espoir. Au hasard des fouilles près de la Villa Oplontis, les archéologues sont tombés sur une cave attenante. Elle contient les ossements de 54 hommes, femmes et enfants, tous victimes de l'éruption. Regardez-moi ça. Un amas de squelettes blottis les uns contre les autres dans un sous-sol. Ces gens n'avaient aucune idée de ce qui se tramait dehors. Ils étaient plongés dans le noir, terrorisés, et ils comptaient les uns sur les autres pour s'en sortir vivants. Mais ces victimes ne sont pas recroquevillées comme celles immortalisées par les moulages. Au contraire, leur attitude semble parfaitement détendue. Alors, comment sont-elles mortes? Et que font-elles là? Aujourd'hui, ces 54 squelettes parfaitement conservés sont analysés à l'aide d'outils scientifiques de pointe. Ils nous dévoilent le régime alimentaire des victimes, leur état de santé et même quelques détails sur leur vie sexuelle. Fabian Carnes est médecin légiste. C'est lui qui dirige l'enquête. Ces ossements sont une mine d'informations sur les mœurs des Pompéiens au 1er siècle après Jésus-Christ. Nous sommes mi-août en l'an 79. Quelques instants avant l'éruption, la vie se déroule comme d'habitude à Pompéi. Les marchands ambulants s'affairent, tandis que les esclaves font les courses pour leur maître. Mais soudain, le train-train quotidien prend fin. Un tremblement de terre secoue la ville. Les habitants de Pompéi l'ignorent, mais ces secousses ne sont qu'un avant-goût de ce que leur réserve Dame Nature. La Villa Oplontis a gardé la trace de ce séisme, une gigantesque fissure de part et d'autre d'un mur. C'est le résultat d'un événement très violent. Un tremblement de terre qui a littéralement soulevé la partie supérieure du mur. Cette fissure fait voler en éclats l'idée que l'éruption est arrivée de nulle part. Il y a quand même eu des signes annonciateurs, et ce séisme en fait partie. Oui, il y avait une importante activité sismique dans la région. On pense qu'il y a eu plusieurs événements de ce genre précédant l'éruption. L'Italie est un pays sujet aux tremblements de terre. Elle se trouve à la limite des plaques tectoniques africaines et eurasiennes. Dans cette région du monde, séismes et éruptions volcaniques sont deux manifestations différentes d'une activité géologique intense. La Solfatare, à 15 km de Pompéi, nous donne quelques pistes sur ce qui s'est passé à l'époque. Ici, des sources chaudes bouillonnent et des gaz sulfureux s'échappent du sol en permanence. De tout temps, les habitants de la région ont su que la Terre s'y comportait étrangement. Giovanni Orsi étudie le site depuis une trentaine d'années.
Bonjour. Bonjour, enchanté. Mais quel endroit mystérieux. Les gens qui habitent dans le coin, qu'est-ce qu'ils en pensaient? Ils savaient que c'était une région volcanique, mais ils ignoraient que le Vésuve était un volcan. Je vois. Avant l'éruption de l'an 79, il n'était pas entré en activité depuis des siècles. Ils le croyaient en sommeil? Oui, ou comme je vous le disais, ils ignoraient que c'était un volcan. Ils voyaient les fumerolles, ils sentaient les tremblements de terre, mais ils ne s'attendaient pas à une éruption. Au-dessus d'eux, la montagne grondait, mais ce n'est pas ce qui inquiétait le plus les Pompéiens. Le séisme qui a ébranlé la région en août 79 était de magnitude 6 sur l'échelle de Richter. Et bien sûr, aucun édifice n'était construit pour résister à une telle secousse. Sous les stations balnéaires de Campanie, la Terre se réveille brusquement. Le séisme déclenche une chaîne d'événements qui mènera, une semaine plus tard, à l'éruption du Vésuve. Suite au tremblement de terre, de nombreux habitants rassemblent leurs effets personnels et quittent Pompéi. Mais malgré les circonstances, plus de la moitié de la population reste sur place, dans une ville en ruine et en proie au chaos. Pourquoi ont-ils décidé de rester et de se réfugier, pour 54 d'entre eux, dans un sous-sol? Il semble évident qu'après le séisme, le pillage s'est développé à Pompéi. Ce tunnel en est la preuve, regardez. C'est ainsi que les pilleurs s'introduisaient dans les villas abandonnées pour les mettre à sac. Les archéologues ont trouvé plusieurs tunnels de ce genre, datant tous de la même époque. Des milliers d'habitants ont choisi de rester. Peut-être voulaient-ils simplement protéger leurs biens. Mais cela ne peut décemment pas être l'unique raison. Et ceux qui n'avaient rien à protéger, les esclaves n'avaient tout simplement pas le choix. Ils appartenaient à leur maître, qui les forçait peut-être à réparer les dégâts liés au séisme. Il y aurait une autre raison pour que les Pompéiens, riches et pauvres, aient choisi de rester là. Les 54 squelettes mis au jour dans le sous-sol nous permettent de dévoiler une partie du mystère. Cette découverte est intéressante à plusieurs niveaux. Tout d'abord, ceux qui se sont réfugiés ici ont formé deux groupes distincts avant de mourir. D'un côté de la pièce se trouvent 26 squelettes sans le moindre effet personnel. De l'autre, les ossements de personnes visiblement riches, aujourd'hui triés dans des caisses. Deux d'entre eux étaient entourés de trésors somptueux, une découverte exceptionnelle pour les archéologues. Notons entre autres une collection de bijoux finement ouvragés, pour la plupart sertis d'émeraude, et 101 pièces d'or. Voici les restes de la jeune femme morte entourée de bijoux. Il y en avait tant qu'ils ont donné à son squelette une couleur verte. Tout ce vert, d'où vient-il? C'est dû à une réaction chimique entre le métal, les eaux et la terre. Quel âge a-t-elle? 20 ans environ. D'accord. La vingtaine. Pour que ses os soient teintés de la sorte, elle devait porter beaucoup de bijoux. À côté de celle que l'on surnomme la Dame verte, gisait un homme, vert lui aussi. On dirait un extraterrestre. Il était sûrement très riche. Quand il s'est réfugié dans ce sous-sol, il portait toutes ses richesses sur lui. Des bijoux et certainement des pièces d'or. Oui, sur son flanc gauche. Qui était-il? L'homme gisait entre les deux groupes, preuve s'il en est de son importance. Près de lui, les chercheurs ont trouvé deux indices sur son identité. Le premier, un somptueux coffre-fort doré à la feuille d'or. Ce coffre se trouvait à côté des squelettes. Regardez bien cette merveille.
Il devait appartenir à quelqu'un de très riche, un homme d'affaires peut-être. Il y avait même un mécanisme de fermeture au niveau des têtes. Et ici aussi, c'est un système de verrouillage très complexe. L'objet est si raffiné qu'il porte la signature de l'artisan qui l'a fabriqué. L'intérêt de cet objet, ce qui rend son histoire si importante, c'est que les archéologues l'ont trouvé vide. Cela suggère que pendant l'éruption, dans un mouvement de panique, l'homme d'affaires à qui il appartenait l'a vidé de son contenu et s'est enfui en le laissant là. Mais il ne nous apprend rien sur l'identité de son mystérieux propriétaire. Non loin de là se trouve un deuxième indice, un sceau. Qu'est-ce que ça signifie? À quoi ça servait? On l'a posé sur les documents officiels. Après avoir écrit une lettre, on la pliait, on y versait un peu de cire et on la scellait, comme ceci. Je vois. Oui, c'était pour les documents officiels. On l'a trouvé parmi les ossements. Oui, dans le sous-sol. Je vois. Un nom figure sur le sceau. C'est une découverte incroyable. Le nom abrégé est celui de Lucius Crassus Tertius. Ce sceau appartenait au propriétaire de la villa. À l'étage du dessus, les indices regorgent quant à la véritable fonction de cette villa. Voyons voir que je m'y repère un peu. Je me trouve au rez-de-chaussée, précisément au-dessus de la cave où on a découvert les ossements. Regardez-moi cette bâtisse monumentale. Il y avait 2 étages, c'était très haut. À première vue, elle ressemble aux autres villas du coin, mais les apparences sont parfois trompeuses. Je vous explique pourquoi. Regardez cette colonne, elle est grossièrement taillée. Dans n'importe quelle résidence secondaire de luxe, le travail aurait été beaucoup plus fin, plus soigné. Et ça ne trompe pas. Les marques que vous voyez ici ont été faites par des roues de chariot. Au fur et à mesure des voyages, ça a creusé la pierre. Pourquoi? Parce que Lucius Crassus Tertius était commerçant. C'est ici qu'étaient livrées les figues, les grenades, le vin ou l'huile d'olive. On fixait le prix des marchandises, on les divisait en lots avant de les envoyer ailleurs. Ça devait être un balai incessant. Les chariots étaient chargés de denrées provenant de toute la région. À Pompéi, les commerçants faisaient facilement fortune. Certes, les rues regorgeaient de marchands ambulants et de fermiers vendant leurs récoltes. Mais pour répondre aux besoins d'une clientèle huppée, il fallait un fournisseur de produits de qualité digne de confiance. Cet endroit était un entrepôt, un centre de distribution. Venez voir. Par ici, il y a une pile d'amphores. À l'époque, c'est là-dedans qu'on transportait les denrées. Elles pouvaient contenir du vin, de l'huile d'olive ou encore des céréales. Ces récipients servaient à transporter toutes sortes de choses. Les gens allaient et venaient, les réserves étaient stockées ici avant d'être déplacées. On les entreposait dans les remises tout autour du péristyle. Les marchandises étaient ensuite vendues aux habitants de Pompéi et de ses environs. Cet endroit devait être une véritable ruche. Quant à son propriétaire, tout porte à croire qu'il était richissime. Mais comment faire le lien entre les maîtres des lieux, les ossements et le sceau? Facile. Au dos du sceau est gravée une amphore, identique à celle trouvée dans la villa. Crassus Tertius et l'homme vert semblent n'être qu'une seule et même personne. Si Crassus avait fui après le tremblement de terre, il aurait pu tout perdre, son argent, son entrepôt, le travail de toute une vie. On comprend aisément pourquoi il a choisi de rester. Mais qu'en est-il de la Dame verte? Pourquoi n'a-t-elle pas quitté la ville lorsqu'elle en avait l'occasion? Son squelette nous donne un début d'explication.
Pourquoi est-elle restée? Quel était son état de santé? À l'intérieur de son bassin, nous avons trouvé un deuxième os, tout petit. Elle était donc enceinte? Oui, exactement. À quel stade de la grossesse était-elle pour que le bassin du fœtus soit aussi développé? Probablement au dernier mois. Ah oui, quand même. Elle pensait sûrement être à l'abri ici. C'est vraiment tragique. Quand on pense qu'elle s'est réfugiée ici non seulement pour se protéger, mais pour sauver la vie de son enfant. Puisque la Dame verte était enceinte de 9 mois, elle aurait eu le plus grand mal à quitter Pompéi. Crassus, Tertius et elle ont choisi de rester. Mais ils n'ont plus qu'une semaine à vivre. Pour ceux qui n'ont pas quitté la ville, l'heure est à la réparation des dégâts. La vie semble avoir repris son cours normal. Les Pompéiens avaient l'habitude de manger dans des gargotes comme celle-ci. Des pièces de monnaie ont été retrouvées sur les comptoirs, preuve qu'on a continué de servir les clients jusqu'au dernier moment. Un de nos 54 squelettes avait sur lui plusieurs dizaines de pièces comme celle-ci. Regardez un peu. On a trouvé beaucoup de pièces d'or et d'argent parmi les ossements. Et voici ce qui m'intrigue. Celles-ci ont très peu de valeur. Elles sont en bronze et ont toutes été trouvées sur la même victime. C'est intéressant et surtout révélateur de son activité professionnelle. Un homme qui a autant de petites monnaies possédait sûrement une échoppe ou une taverne. Aurait-il décidé de rester à Pompéi après le séisme parce qu'il espérait encore y faire des affaires? Qu'en est-il des autres victimes du sous-sol? On y a trouvé un jeune homme avec 2 bagues en or et une épée. Peut-être était-il armé pour protéger ses effets personnels des pilleurs. Un des squelettes se détache du lot. Qui est-ce? Nous pensons que c'est un Africain, âgé de 25 à 30 ans. Selon vous, ça pourrait être un esclave? En effet, ce serait la conclusion logique. Oui. Mais regardez comme son crâne est vert. Oui, je vois. Le crâne se trouvait parmi les victimes entouré de bijoux et de pièces de valeur. En toute logique, cet homme n'était donc pas un esclave. À Rome, l'esclavage n'était pas une question de race et pouvait être levé. Une fois libérés, les anciens esclaves pouvaient gravir les échelons de la société. Ainsi, il est tout à fait possible que Crassus ait eu des ancêtres esclaves. Herculanum, 25 km au nord de Pompéi, a également été enseveli sous les cendres du Vésuve. D'après les fouilles réalisées ici par Andrew Alassadril, 3/4 des habitants de la ville étaient des affranchis. C'était courant à l'époque de passer du statut d'esclave à celui d'homme libre et de faire fortune par la même occasion? Oui, c'est d'ailleurs ce qui caractérise l'esclavage dans l'Empire romain. Rien à voir avec la Grèce et encore moins avec les États-Unis. Non seulement ils pouvaient retrouver la liberté, mais ils avaient les mêmes droits que n'importe quel citoyen. Ils pouvaient prospérer et vivre dans la dignité. Sur cette enseigne est gravé le nom du maître des lieux, Marcus Nonius. C'était un affranchi. On recense pas moins de 25 homonymes à Herculanum. Aux États-Unis, avant la guerre de sécession, les esclaves recevaient le nom de leur maître. À Rome, la procédure était légèrement différente. Marcus Nonius était un homme fortuné et l'ancien maître de ces 25 affranchis. Dans l'Empire romain, un esclave ne prenait le nom de son maître que lorsqu'on lui avait rendu sa liberté ou qu'il l'avait racheté. C'était une marque d'honneur et non de honte. Pensez-vous qu'il y ait des esclaves parmi les squelettes du sous-sol?
Oui, c'est plus que probable, quand on connaît la proportion d'esclaves dans la société romaine. Si on se fie à leur nom, 3/4 des habitants d'Herculanum étaient affranchis. Ils vivaient en communauté, et c'est ainsi qu'ils ont trouvé la mort. À l'époque, maîtres et esclaves vivaient dans une promiscuité qui nous semblerait inconcevable aujourd'hui. Ces toilettes ont été découvertes à Herculanum. C'est tout à fait typique des maisons romaines. Mais ceux-ci sont gigantesques. Ce renfoncement dans le mur, c'était pour le siège. Alors on s'asseyait comme ça? Voilà, mettez-vous à l'aise. D'ailleurs, il y a de la place pour deux. Formidable. Ça peut sembler bizarre, mais c'était très courant chez les Romains de papoter aux toilettes. Vraiment? Et tout le monde s'en servait? Oui, bien sûr, évidemment. Les maîtres et leurs esclaves? Oui, sûrement pas en même temps, mais ils utilisaient bien les mêmes toilettes. Je le sais parce qu'un esclave a gravé son nom sur le mur. Il a écrit « Ici, Apollonaris a fait un gros... Caca. » Voilà. C'est vrai? Ouais. Les excréments partaient ensuite dans les égouts de la ville. Cette maison était occupée par une famille de Romains. Juste en dessous se trouve un égout qui a récemment été fouillé. Les archéologues y ont fait une découverte étonnante. C'est par ici que ça devient intéressant. Ça là-bas, c'est le tuyau de descente. Et le long du mur, on distingue nettement une sorte de... Traînée. Oui, vous voyez? Une traînée marron. Très sympa. Il y en a une deuxième. Oui, il n'y a pas à s'y tromper, c'est bien marron. 2000 ans plus tard. Eh oui. Répugnant. Peut-être, mais pour nous, c'est une sacrée découverte, parce qu'ici, on a trouvé l'équivalent d'un sac d'excréments. Ah oui? Et de là, on pourra savoir ce que ces types mangeaient. 2000 ans plus tard, voilà le travail. Tout ça, c'est ce qu'on a récupéré dans les égouts de la ville. Des sacs d'excréments, quoi. Oui. 774, très précisément. Pas mal. Vous n'avez pas idée des merveilles qu'on trouve là-dedans. Tout le menu y est. Des arêtes de poisson, Oui. des coquilles d'œufs, et j'en passe. On peut en déduire qu'ils se nourrissaient bien, Tout à fait. même dans les quartiers modestes. Des fruits frais ou à coque, du poisson, de la viande. Oui, ils mangeaient varié et équilibré. La plupart des habitants avaient un régime alimentaire sain. Qu'en était-il des esclaves et des pauvres? Après avoir étudié les ossements du sous-sol, le verdict de Fabian Cans est sans appel. D'après vous, il y avait une différence d'alimentation entre riches et pauvres? Non, ou en tout cas rien de flagrant. Voilà qui est fascinant. Ça veut dire que tous les habitants du coin bénéficiaient d'une alimentation saine et équilibrée. Oui. En tout cas, ce qu'on a trouvé ici. En l'an 79, chacun mangeait à sa faim à Pompéi, les riches comme les pauvres. Mais dans la semaine qui a suivi le séisme et précédé l'éruption, ils sont venus à manquer d'une autre denrée essentielle. En effet, il semblerait qu'une pénurie d'eau ait frappé la ville. Pour Crassus Tertius et les autres Pompéiens fortunés, les ennuis commencent. Quant aux esclaves et aux pauvres, ils n'ont plus accès aux bains publics. Les maisons particulières ne sont plus alimentées en eau. Pire encore, les fontaines de la ville semblent s'être asséchées. À Pompéi, les fouilles révèlent que des conduites ont été déterrées peu avant l'éruption, certainement pour tenter de résoudre le problème. Elles n'ont jamais été remplacées, faute de temps. Avec une température avoisinant les 40 degrés et de moins en moins d'eau à disposition, la vie devient difficile pour Crassus, la Dame Verte
et tous ceux restés à Pompéi après le tremblement de terre. Les marchands ne peuvent plus laver leurs produits frais. Sans irrigation, les fruits des vergers et vignobles se mettent à pourrir. Pourtant, certains commerces ne semblent pas avoir souffert de la situation. En ville, l'industrie du sexe bat son plein. Rien n'indique que le séisme ait changé les habitudes des Pompéiens. Mais le commerce sexuel entraîne son lot de conséquences. Au sous-sol, là où étaient rassemblés les pauvres, certains ossements nous en disent long sur les maladies sexuellement transmissibles. Voici les dents de 2 fillettes âgées de 12 ans. Que pouvez-vous me dire sur ces enfants? Et comme vous le voyez, les dents sont déformées chez les 2 individus. C'est pour ça qu'on pense qu'elles étaient jumelles. Ça apparaît beaucoup mieux à l'écran. On constate une déformation très nette des incisives, les dents de devant. Ces encoches, ce n'est pas normal. Pas du tout. C'est une anomalie. Ces anomalies ont été découvertes par Maciej Henneberg, un collègue de Fabian Kanz. Elles suggèrent que les fillettes souffraient d'une terrible maladie. La syphilis congénitale entraîne ce genre de malformation. La syphilis. Oui. Je vois. Selon vous, quels auraient pu être les symptômes? Ces fillettes avaient sûrement de gros soucis au niveau des yeux et des oreilles, des problèmes d'audition. Du pus, les yeux qui coulent, les oreilles infectées. Oui. Bref, une douleur insoutenable. Oui, elles avaient grand besoin de soins médicaux et de soutien familial. La syphilis congénitale est transmise par la mère. Les jumelles l'ont probablement contractée à leurs dépens. Pour l'instant, cette hypothèse n'a pas encore été vérifiée. Mais si elle s'avère juste, ce serait le plus ancien cas de syphilis en Europe, 1400 ans avant sa première apparition présumée. Pendant des siècles, Christophe Colomb a été accusé d'avoir ramené du Nouveau Monde cette maladie vénérienne. Si les experts venaient à étayer la théorie de Fabian Kanz, cette découverte médicale ferait l'effet d'une bombe. Mais ce n'est pas la maladie qui a emporté les 2 fillettes. Par un bel après-midi d'août, en l'an 79, les Pompéiens assistent au jeu d'été, au pied du mont Vésuve. La plupart des habitants ont mené une vie normale jusqu'au tout dernier instant. D'après un document d'époque, les spectateurs de cet amphithéâtre, le plus ancien de l'Empire, ont remarqué une énorme colonne de cendres au-dessus du mont Vésuve, le 24 août 79, vers 13 heures. Ils n'avaient jamais rien vu de tel. Selon un témoin oculaire, un panache de fumée s'élevait du cratère à plus de 30 km d'altitude. Les Pompéiens devaient être terrorisés. Imaginez un peu la scène. Le Vésuve se trouve juste derrière moi. La ville de Pompéi est pile dans sa ligne de mire. Les habitants de tout le quartier se rassemblent dans les points stratégiques, les fontaines par exemple. Ils prennent des nouvelles les uns des autres. Qu'est-ce que tu comptes faire? Comment s'enfuir d'ici? Durant les 12 heures à venir, les choix que feront Crassus, la Dame Verte et les autres Pompéiens scelleront définitivement leur destin.
Le mont Vésuve n'était pas entré en éruption depuis 1500 ans. La plupart des habitants de la région ignoraient même que c'était un volcan. Au tout début, voici ce qui est tombé du ciel. De toutes petites pierres ponces, appelées lapilli. Mais au fur et à mesure, les pierres éjectées par le volcan sont devenues de plus en plus grosses. Les vents dominants placent Pompéi en plein sur la trajectoire du Vésuve. Les pierres ponces, très légères, sont propulsées à 1300 km/h dans toutes les directions. Le danger est de plus en plus grand et très vite, la panique se répand en ville. Crassus Tertius est face à un terrible dilemme. S'il le voulait, il serait encore temps de fuir. Même les animaux ont senti le danger. Les pauvres, ils devaient être terrifiés. Imaginez-les attachés dans ces étables. Ils se battent pour rester en vie. Ils tirent sur leurs cordes pour se libérer, mais peu à peu, ils sont ensevelis sous les cendres. Celui-ci parvient à s'enfuir. Il arrive jusqu'à la porte. C'est le seul qui a presque réussi à s'en sortir. Mais malheureusement, il n'ira pas plus loin que le pas de cette porte. Comme tout le monde à Pompéi, il sera enterré vivant. Aux environs de 15 heures, une marée humaine s'entasse sur la route qui part de Pompéi. Dans la panique générale, plusieurs centaines de personnes meurent écrasées. À 17 heures, la quantité de cendres émise par le Vésuve augmente à toute vitesse. Asphyxiés par les émanations de gaz toxiques, les Pompéiens en fuite s'effondrent les uns après les autres. Les moulages du 19e siècle nous en disent long sur leurs derniers instants. Cette famille a été retrouvée aux portes de la ville. C'est bouleversant à voir. Ce petit garçon ne devait pas avoir plus de 3 ans. Celui-ci est encore plus jeune. Imaginez tous ces parents qui tentent de sauver la vie de leurs enfants, sans parler de la leur. Toutes les victimes trouvées dans cette zone tentaient simplement d'atteindre l'enceinte de la ville, à quelques mètres d'ici. En vain. Ils avaient très peu d'effets personnels, preuve s'il en est de la vitesse à laquelle ils ont fui avant d'être enterrés vivants. De nombreux Pompéiens préfèrent se réfugier chez eux et c'est là qu'ils trouveront la mort, ensevelis sous les décombres de leur propre maison. Cette mère et ses enfants ont été écrasés sous le poids d'un escalier en ruine. Vers 17h30, Crassus comprend qu'il ne peut plus rester dans ses appartements. Il part en quête d'un lieu plus sûr. Au sous-sol, les voûtes en berceau semblent solides. Elles résisteront, même si l'édifice venait à s'effondrer. C'est le meilleur endroit pour tenter de survivre à ce cauchemar. Crassus expédie son travail en cours et vide son coffre-fort. En toute hâte, la dame verte rassemble ses perles et ses bijoux d'émeraude. Puis elle suit l'homme d'affaires, accompagné de leurs amis, voisins et collègues, toutes classes confondues. Vers 18h, le nuage de cendres plonge la ville dans l'obscurité. Les Pompéiens s'éclairent à l'aide de lampes à huile.
N'oublions pas que pendant l'éruption, il fait noir comme dans un four. Ces pauvres gens sont au désespoir, ils trébuchent et tâtonnent pour trouver leur chemin. Tout ce qu'ils ont pour s'éclairer, ce sont de petites lampes comme celle-ci. Ça ne fait pas beaucoup de lumière, surtout quand un épais nuage de poussière vous entoure. Mais dans de telles circonstances, c'est mieux que rien quand on essaie de sauver sa peau. Ça donne une lueur d'espoir. 53 Pompéiens terrifiés parviennent à se frayer un chemin jusqu'au sous-sol de Crassus Tertius. Ils sont blancs et noirs, riches et pauvres, jeunes et vieux. Leurs ossements nous en disent long sur leur vie et nous révèlent même leurs secrets les plus intimes. Mais ce jour-là, dans la pénombre du sous-sol, ils ne pensent qu'à une chose, survivre. Sous la voûte en berceau, ils sont à l'abri. Ou, tout du moins, c'est ce qu'ils croient. Dehors, le nuage de fumée enveloppe une zone de 30 km². À chaque heure qui passe, Pompéi et Herculanum sont un peu plus ensevelis sous les cendres. Avant l'éruption, ces villes étaient de somptueuses stations balnéaires. Mais la quantité de débris projetés par le Vésuve a fait reculer le rivage. Aujourd'hui, les ruines se trouvent à 400 mètres de la mer. Pendant plus de 1500 ans, elles sont restées enfouies sous 20 mètres de cendres. Nos 54 réfugiés l'ignorent encore, mais le volcan leur réserve bien plus qu'un nuage de cendres et une pluie de lapilli. La phase finale est sur le point de commencer. Dans le sous-sol de l'entrepôt, Crassus et ses 53 compagnons d'infortune ont survécu aux 12 premières heures de l'éruption. Ils sont loin de se douter que dehors, un quart des Pompéiens sont déjà morts. Le 24 août, aux environs de minuit, l'immense panache de fumée s'effondre sur lui-même et dévale les flancs du volcan à près de 500 km/h. Chauffée à plus de 200 degrés, la coulée pyroclastique ne laisse aucune chance aux derniers survivants. Herculanum et Pompéi se trouvent sur son passage. Pour les habitants d'Herculanum, les choix sont de plus en plus restreints. S'ils se dirigent vers les portes de la ville, les routes sont obstruées, mais il y a toujours un espoir de s'en sortir. La nuée ardente survient plus tard dans la nuit. L'avalanche met seulement 4 petites minutes pour arriver du cratère jusqu'ici. À ce stade, il n'y a plus d'espoir. C'est fini. La même coulée frappe la villa Oplontis vers 1 h du matin et détruit tout sur son passage. Cette fois, impossible d'y échapper. Les habitants meurent brûlés vifs. C'est ainsi qu'ont trouvé la mort la plupart des statues moulées au XIXe siècle. Mais l'enquête de Fabienne Kanz indique que les rescapés du sous-sol ont survécu à la nuée ardente. J'étais persuadé que les gens du coin étaient morts brûlés vifs par la coulée pyroclastique. Ce n'était pas le cas pour eux? Non, car les os ne sont pas fissurés. Ils n'ont pas été exposés suffisamment longtemps à la chaleur. Sinon, les os seraient craquelés, c'est ça? Exactement, là, ça n'est pas le cas.
Les victimes étaient détendues, leurs muscles n'étaient pas fléchis. Vous me dites que lorsqu'un être humain meurt brûlé vif, son corps réagit différemment. Oui, il se raidit. Les muscles se contractent. Oui, c'est bien ça. Et il meurt recroquevillé, contrairement à nos 54 squelettes. Eux, ils ont l'air relativement détendus. Crassius et ses compagnons ont fait le bon choix. La voûte en berceau les a protégés efficacement de la chaleur. La nuée ardente semble avoir contourné le sous-sol, mais nos réfugiés ne sont pas tirés d'affaire pour autant. L'air qu'ils respirent est chargé de gaz toxiques et de fines particules volcaniques. Ils commencent à suffoquer, sans comprendre ce qui leur arrive. En fait, les substances inhalées entrent en réaction et forment une sorte de ciment dans les poumons. Nos victimes sont mortes étouffées, puis elles ont été ensevelies sous les cendres. Avant de rendre leur dernier souffle, elles se sont accrochées à ce qui donnait un sens à leur vie. Pour la Dame verte, des boucles d'oreilles et l'enfant qu'elle portait. Pour le jeune homme, 2 bagues en or et une épée. Pour le commerçant, une bourse remplie de petites monnaies. Et pour Crassius Tertius, le fruit de son labeur, l'entrepôt qu'il a refusé de quitter. Ces gens venaient d'horizons complètement différents. En d'autres circonstances, ils ne se seraient peut-être jamais croisés. Pourtant, ils ont trouvé refuge au même endroit, et c'est là qu'ensemble, ils ont trouvé la mort. Ce faisant, ils nous ont donné une chance de mieux comprendre leur univers. Comment ils sont morts, mais aussi comment leur peuple vivait il y a 2000 ans. Et quelle vie merveilleuse ce devait être. Ici, les pauvres mangeaient aussi bien que les nantis. Les esclaves pouvaient retrouver la liberté et devenir aussi riches que leurs maîtres. La race n'empêchait en rien de gravir les échelons de la société. C'était une vie à laquelle, par bien des aspects, nous aspirons encore aujourd'hui. Pour les habitants de Pompéi et de ses environs, la belle vie prend fin prématurément, tout simplement parce qu'ils ignoraient que la montagne sous laquelle ils prospéraient était en fait un volcan. Mais il ne nous apprend rien sur l'identité de son mystérieux propriétaire. Non loin de là se trouve un deuxième indice, un sceau. Qu'est-ce que ça signifie? À quoi ça servait? On la posait sur les documents officiels. Après avoir écrit une lettre, on la pliait, on y versait un peu de cire et on la scellait, comme ceci. Je vois. Oui, c'était pour les documents officiels. On l'a trouvé parmi les ossements. Oui, dans le sous-sol. Je vois. Un nom figure sur le sceau. C'est une découverte incroyable. Le nom abrégé est celui de Lucius Crassius Tertius. Ce sceau appartenait au propriétaire de la villa. À l'étage du dessus, les indices regorgent quant à la véritable fonction de cette villa. Voyons voir que je m'y repère un peu. Je me trouve au rez-de-chaussée, précisément au-dessus de la cave où on a découvert les ossements. Regardez-moi cette bâtisse monumentale. Il y avait 2 étages, c'était très haut. À première vue, elle ressemble aux autres villas du coin, mais les apparences sont parfois trompeuses. Je vous explique pourquoi.
Regardez cette colonne, elle est grossièrement taillée. Dans n'importe quelle résidence secondaire de luxe, le travail aurait été beaucoup plus fin, plus soigné. Et ça ne trompe pas. Les marques que vous voyez ici ont été faites par des roues de chariot. Au fur et à mesure des voyages, ça a creusé la pierre. Pourquoi? Parce que Lucius Crassus Tertius était commerçant. C'est ici qu'étaient livrées les figues, les grenades, le vin ou l'huile d'olive. On fixait le prix des marchandises, on les divisait en lots avant de les envoyer ailleurs. Ça devait être un balai incessant. Les chariots étaient chargés de denrées provenant de toute la région. À Pompéi, les commerçants faisaient facilement fortune. Certes, les rues regorgeaient de marchands ambulants et de fermiers vendant leurs récoltes. Mais pour répondre aux besoins d'une clientèle huppée, il fallait un fournisseur de produits de qualité digne de confiance. Cet endroit était un entrepôt, un centre de distribution. Venez voir. Par ici, il y a une pile d'amphores. À l'époque, c'est là-dedans qu'on transportait les denrées. Elles pouvaient contenir du vin, de l'huile d'olive ou encore des céréales. Ces récipients servaient à transporter toutes sortes de choses. Les gens allaient et venaient, les réserves étaient stockées ici avant d'être déplacées. On les entreposait dans les remises tout autour du péristyle. Les marchandises étaient ensuite vendues aux habitants de Pompéi et de ses environs. Cet endroit devait être une véritable ruche. Quant à son propriétaire, tout porte à croire qu'il était richissime. Mais comment faire le lien entre les maîtres des lieux, les ossements et le sceau? Facile. Au dos du sceau est gravée une amphore, identique à celle trouvée dans la villa. Crassus Tertius et l'homme vert semblent n'être qu'une seule et même personne. Si Crassus avait fui après le tremblement de terre, il aurait pu tout perdre, son argent, son entrepôt, le travail de toute une vie. On comprend aisément pourquoi il a choisi de rester. Mais qu'en est-il de la Dame verte? Pourquoi n'a-t-elle pas quitté la ville lorsqu'elle en avait l'occasion? Son squelette nous donne un début d'explication. Pourquoi est-elle restée? Quel était son état de santé? À l'intérieur de son bassin, nous avons trouvé un deuxième os, tout petit. Elle était donc enceinte? Oui, exactement. À quel stade de la grossesse était-elle pour que le bassin du fœtus soit aussi développé? Probablement au dernier mois. Ah oui, quand même. Elle pensait sûrement être à l'abri ici. C'est vraiment tragique. Quand on pense qu'elle s'est réfugiée ici non seulement pour se protéger, mais pour sauver la vie de son enfant. Puisque la Dame verte était enceinte de 9 mois, elle aurait eu le plus grand mal à quitter Pompéi. Crassus Tertius et elle ont choisi de rester. Mais ils n'ont plus qu'une semaine à vivre. Pour ceux qui n'ont pas quitté la ville, l'heure est à la réparation des dégâts. La vie semble avoir repris son cours normal. Les Pompéiens avaient l'habitude de manger dans des gargotes comme celle-ci. Des pièces de monnaie ont été retrouvées sur les comptoirs, preuve qu'on a continué de servir les clients jusqu'au dernier moment. Un de nos 54 squelettes avait sur lui plusieurs dizaines de pièces comme celle-ci. Regardez un peu. On a trouvé beaucoup de pièces d'or et d'argent parmi les ossements. Et voici ce qui m'intrigue. Celles-ci ont très peu de valeur. Elles sont en bronze et ont toutes été trouvées sur la même victime. C'est intéressant et surtout révélateur de son activité professionnelle. Un homme qui a autant de petites monnaies possédait sûrement une échoppe ou une taverne. Aurait-il décidé de rester à Pompéi après le séisme parce qu'il espérait encore y faire des affaires?
Qu'en est-il des autres victimes du sous-sol? On y a trouvé un jeune homme avec 2 bagues en or et une épée. Peut-être était-il armé pour protéger ses effets personnels des pilleurs. Un des squelettes se détache du lot. Qui est-ce? Nous pensons que c'est un Africain, âgé de 25 à 30 ans. Selon vous, ça pourrait être un esclave? En effet, ce serait la conclusion logique. Oui. Mais regardez comme son crâne est vert. Oui, je vois. Le crâne se trouvait parmi les victimes entouré de bijoux et de pièces de valeur. En toute logique, cet homme n'était donc pas un esclave. À Rome, l'esclavage n'était pas une question de race et pouvait être levé. Une fois libérés, les anciens esclaves pouvaient gravir les échelons de la société. Ainsi, il est tout à fait possible que Crassus ait eu des ancêtres esclaves. Herculanum, 25 km au nord de Pompéi, a également été enseveli sous les cendres du Vésuve. D'après les fouilles réalisées ici par Andrew Wallace-Adrill, 3/4 des habitants de la ville étaient des affranchis. Elle suggère que les fillettes souffraient d'une terrible maladie. La syphilis congénitale entraîne ce genre de malformation. La syphilis. Oui. Je vois. Selon vous, quels auraient pu être les symptômes? Ces fillettes avaient sûrement de gros soucis au niveau des yeux et des oreilles, des problèmes d'audition. Du pus, les yeux qui coulent, les oreilles infectées. Oui. Bref, une douleur insoutenable. Oui, elles avaient grand besoin de soins médicaux et de soutien familial. La syphilis congénitale est transmise par la mère. Les jumelles l'ont probablement contractée à leurs dépens. Pour l'instant, cette hypothèse n'a pas encore été vérifiée. Mais si elle s'avère juste, ce serait le plus ancien cas de syphilis en Europe, 1400 ans avant sa première apparition présumée. Pendant des siècles, Christophe Colomb a été accusé d'avoir ramené du Nouveau Monde cette maladie vénérienne. Si les experts venaient à étayer la théorie de Fabian Cans, cette découverte médicale ferait l'effet d'une bombe. Mais ce n'est pas la maladie qui a emporté les 2 fillettes. Par un bel après-midi d'août en l'an 79, les Pompéiens assistent au jeu d'été au pied du mont Vésuve. La plupart des habitants ont mené une vie normale jusqu'au tout dernier instant. D'après un document d'époque, les spectateurs de cet amphithéâtre, le plus ancien de l'Empire, ont remarqué une énorme colonne de cendres au-dessus du mont Vésuve, le 24 août 79, vers 13 heures. Ils n'avaient jamais rien vu de tel. Selon un témoin oculaire, un panache de fumée s'élevait du cratère à plus de 30 km d'altitude. Les Pompéiens devaient être terrorisés. Imaginez un peu la scène. Le Vésuve se trouve juste derrière moi. La ville de Pompéi est pile dans sa ligne de mire. Les habitants de tout le quartier se rassemblent dans les points stratégiques, les fontaines par exemple. Ils prennent des nouvelles les uns des autres. Qu'est-ce que tu comptes faire? Comment s'enfuir d'ici? Durant les 12 heures à venir, les choix que feront Crassus, la Dame Verte et les autres Pompéiens scelleront définitivement leur destin.
Le mont Vésuve n'était pas entré en éruption depuis 1500 ans. La plupart des habitants de la région ignoraient même que c'était un volcan. Au tout début, voici ce qui est tombé du ciel. De toutes petites pierres ponces appelées lapilli. Mais au fur et à mesure, les pierres éjectées par le volcan sont devenues de plus en plus grosses. Les vents dominants placent Pompéi en plein sur la trajectoire du Vésuve. Les pierres ponces, très légères, sont propulsées à 1300 km/h dans toutes les directions. Le danger est de plus en plus grand et très vite, la panique se répand en ville. Crassus Tertius est face à un terrible dilemme. S'il le voulait, il serait encore temps de fuir. Même les animaux ont senti le danger. Les pauvres, ils devaient être terrifiés. Imaginez-les attachés dans ces étables. Ils se battent pour rester en vie. Ils tirent sur leurs cordes pour se libérer. Mais peu à peu, ils sont ensevelis sous les cendres. Celui-ci parvient à s'enfuir. Il arrive jusqu'à la porte. C'est le seul qui a presque réussi à s'en sortir. Mais malheureusement, il n'ira pas plus loin que le pas de cette porte. Comme tout le monde à Pompéi, il sera enterré vivant. Aux environs de 15 heures, une marée humaine s'entasse sur la route qui part de Pompéi. Dans la panique générale, plusieurs centaines de personnes meurent écrasées. À 17 heures, la quantité de cendres émise par le Vésuve augmente à toute vitesse. Asphyxiés par les émanations de gaz toxiques, les Pompéiens en fuite s'effondrent les uns après les autres. Les moulages du 19e siècle nous en disent long sur leurs derniers instants. Cette famille a été retrouvée aux portes de la ville. C'est bouleversant à voir. Ce petit garçon ne devait pas avoir plus de 3 ans. Celui-ci est encore plus jeune. Imaginez tous ces parents qui tentent de sauver la vie de leurs enfants, sans parler de la leur. Toutes les victimes trouvées dans cette zone tentaient simplement d'atteindre l'enceinte de la ville, à quelques mètres d'ici. En vain. Ils avaient très peu d'effets personnels, preuve s'il en est de la vitesse à laquelle ils ont fui avant d'être enterrés vivants. De nombreux Pompéiens préfèrent se réfugier chez eux et c'est là qu'ils trouveront la mort, ensevelis sous les décombres de leur propre maison. Cette mère et ses enfants ont été écrasés sous le poids d'un escalier en ruine. Vers 17h30, Crassus comprend qu'il ne peut plus rester dans ses appartements. Il part en quête d'un lieu plus sûr. Au sous-sol, les voûtes en berceau semblent solides. Elles résisteront, même si l'édifice venait à s'effondrer. C'est le meilleur endroit pour tenter de survivre à ce cauchemar. Août en l'an 79. Quelques instants avant l'éruption, la vie se déroule comme d'habitude à Pompéi. Les marchands ambulants s'affairent, tandis que les esclaves font les courses pour leur maître. Mais soudain, le train-train quotidien prend fin. Un tremblement de terre secoue la ville.
Les habitants de Pompéi l'ignorent, mais ces secousses ne sont qu'un avant-goût de ce que leur réserve Dame Nature. La Villa Oplontis a gardé la trace de ce séisme, une gigantesque fissure de part et d'autre d'un mur. C'est le résultat d'un événement très violent. Un tremblement de terre qui a littéralement soulevé la partie supérieure du mur. Cette fissure fait voler en éclats l'idée que l'éruption est arrivée de nulle part. Il y a quand même eu des signes annonciateurs, et ce séisme en fait partie. Oui, il y avait une importante activité sismique dans la région. On pense qu'il y a eu plusieurs événements de ce genre précédant l'éruption. L'Italie est un pays sujet aux tremblements de terre. Elle se trouve à la limite des plaques tectoniques africaines et eurasiennes. Dans cette région du monde, séismes et éruptions volcaniques sont deux manifestations différentes d'une activité géologique intense. La Solfatare, à 15 km de Pompéi, nous donne quelques pistes sur ce qui s'est passé à l'époque. Ici, des sources chaudes bouillonnent et des gaz sulfureux s'échappent du sol en permanence. De tout temps, les habitants de la région ont su que la Terre s'y comportait étrangement. Giovanni Orsi étudie le site depuis une trentaine d'années. Bonjour. Bonjour, enchanté. Mais quel endroit mystérieux. Les gens qui habitent dans le coin, qu'est-ce qu'ils en pensaient? Ils savaient que c'était une région volcanique, mais ils ignoraient que le Vésuve était un volcan. Je vois. Avant l'éruption de l'an 79, il n'était pas entré en activité depuis des siècles. Ils le croyaient en sommeil? Oui, ou comme je vous le disais, ils ignoraient que c'était un volcan. Ils voyaient les fumerolles, ils sentaient les tremblements de terre, mais ils ne s'attendaient pas à une éruption. Au-dessus d'eux, la montagne grondait, mais ce n'est pas ce qui inquiétait le plus les Pompéiens. Le séisme qui a ébranlé la région en août 79 était de magnitude 6 sur l'échelle de Richter. Et bien sûr, aucun édifice n'était construit pour résister à une telle secousse. Sous les stations balnéaires de Campanie, la Terre se réveille brusquement. Le séisme déclenche une chaîne d'événements qui mènera, une semaine plus tard, à l'éruption du Vésuve. Suite au tremblement de terre, de nombreux habitants rassemblent leurs effets personnels et quittent Pompéi. Mais malgré les circonstances, plus de la moitié de la population reste sur place, dans une ville en ruine et en proie au chaos. Pourquoi ont-ils décidé de rester et de se réfugier, pour 54 d'entre eux, dans un sous-sol? Il semble évident qu'après le séisme, le pillage s'est développé à Pompéi. Ce tunnel en est la preuve, regardez. C'est ainsi que les pilleurs s'introduisaient dans les villas abandonnées pour les mettre à sac. Les archéologues ont trouvé plusieurs tunnels de ce genre, datant tous de la même époque. Des milliers d'habitants ont choisi de rester. Peut-être voulaient-ils simplement protéger leurs biens. Mais cela ne peut décemment pas être l'unique raison. Et ceux qui n'avaient rien à protéger? Les esclaves n'avaient tout simplement pas le choix. Ils appartenaient à leur maître, qui les forçait peut-être à réparer les dégâts liés au séisme. Il y aurait une autre raison pour que les Pompéiens, riches et pauvres, aient choisi de rester là. Les 54 squelettes mis au jour dans le sous-sol nous permettent de dévoiler une partie du mystère. Cette découverte est intéressante à plusieurs niveaux. Tout d'abord, ceux qui se sont réfugiés ici ont formé deux groupes distincts avant de mourir. D'un côté de la pièce se trouvent 26 squelettes sans le moindre effet personnel. De l'autre, les ossements de personnes visiblement riches, aujourd'hui triés dans des caisses. Deux d'entre eux étaient entourés de trésors somptueux, une découverte exceptionnelle pour les archéologues.
Notons entre autres une collection de bijoux finement ouvragés, pour la plupart sertis d'émeraude, et 101 pièces d'or. Voici les restes de la jeune femme morte entourée de bijoux. Il y en avait tant qu'ils ont donné à son squelette une couleur verte. Tout ce vert, d'où vient-il? C'est dû à une réaction chimique entre le métal, les eaux et la terre. Quel âge a-t-elle? 20 ans environ. D'accord. La vingtaine. Pour que ses os soient teintés de la sorte, elle devait porter beaucoup de bijoux. À côté de celle que l'on surnomme la Dame verte, gisait un homme, vert lui aussi. On dirait un extraterrestre. Il était sûrement très riche. Quand il s'est réfugié dans ce sous-sol, il portait toutes ses richesses sur lui. Des bijoux et certainement des pièces d'or. Oui, sur son flanc gauche. Qui était-il? L'homme gisait entre les deux groupes, preuve s'il en est de son importance. Près de lui, les chercheurs ont trouvé 2 indices sur son identité. Le premier, un somptueux coffre-fort doré à la feuille d'or. Ce coffre se trouvait à côté des squelettes. Regardez bien cette merveille. Il devait appartenir à quelqu'un de très riche, un homme d'affaires peut-être. Il y avait même un mécanisme de fermeture au niveau des têtes. Et ici aussi, c'est un système de verrouillage très complexe. L'objet est si raffiné qu'il porte la signature de l'artisan qui l'a fabriqué. L'intérêt de cet objet, ce qui rend son histoire si importante, c'est que les archéologues l'ont trouvé vide. Cela suggère que pendant l'éruption, dans un mouvement de panique, l'homme d'affaires à qui il appartenait l'a vidé de son contenu et s'est enfui en le laissant là. C'était courant à l'époque de passer du statut d'esclave à celui d'homme libre et de faire fortune par la même occasion? Oui, c'est d'ailleurs ce qui caractérise l'esclavage dans l'Empire romain. Rien à voir avec la Grèce et encore moins avec les États-Unis. Non seulement ils pouvaient retrouver la liberté, mais ils avaient les mêmes droits que n'importe quel citoyen. Ils pouvaient prospérer et vivre dans la dignité. Sur cette enseigne est gravé le nom du maître des lieux, Marcus Nonius. C'était un affranchi. On recense pas moins de 25 homonymes à Herculanum. Aux États-Unis, avant la guerre de sécession, les esclaves recevaient le nom de leur maître. À Rome, la procédure était légèrement différente. Marcus Nonius était un homme fortuné et l'ancien maître de ces 25 affranchis. Dans l'Empire romain, un esclave ne prenait le nom de son maître que lorsqu'on lui avait rendu sa liberté ou qu'il l'avait racheté. C'était une marque d'honneur et non de honte. Pensez-vous qu'il y ait des esclaves parmi les squelettes du sous-sol? Oui, c'est plus que probable, quand on connaît la proportion d'esclaves dans la société romaine. Si on se fie à leur nom, 3/4 des habitants d'Herculanum étaient affranchis. Ils vivaient en communauté et c'est ainsi qu'ils ont trouvé la mort. À l'époque, maîtres et esclaves vivaient dans une promiscuité qui nous semblerait inconcevable aujourd'hui. Ces toilettes ont été découvertes à Herculanum. C'est tout à fait typique des maisons romaines. Mais ceux-ci sont gigantesques. Ce renfoncement dans le mur, c'était pour le siège. Alors on s'asseyait comme ça? Voilà, mettez-vous à l'aise. D'ailleurs, il y a de la place pour 2. Formidable. Ça peut sembler bizarre, mais c'était très courant chez les Romains de papoter aux toilettes. Vraiment? Et tout le monde s'en servait? Oui, bien sûr, évidemment. Les maîtres et leurs esclaves? Oui, sûrement pas en même temps, mais ils utilisaient bien les mêmes toilettes. Je le sais parce qu'un esclave a gravé son nom sur le mur. Il a écrit « Ici, Apollonaris a fait un gros... caca ». Voilà. C'est vrai? Ouais. Les excréments partaient ensuite dans les égouts de la ville. Cette maison était occupée par une famille de Romains. Juste en dessous se trouve un égout qui a récemment été fouillé. Les archéologues y ont fait une découverte étonnante.
C'est par ici que ça devient intéressant. Ça là-bas, c'est le tuyau de descente. Et le long du mur, on distingue nettement une sorte de... Traînée. Oui, vous voyez? Une traînée marron. Très sympa. Il y en a une deuxième. Oui, il n'y a pas à s'y tromper, c'est bien marron. 2000 ans plus tard. Eh oui. Répugnant. Peut-être, mais pour nous, c'est une sacrée découverte, parce qu'ici, on a trouvé l'équivalent d'un sac d'excréments. Ah oui? Et de là, on pourra savoir ce que ces types mangeaient. 2000 ans plus tard, voilà le travail. Tout ça, c'est ce qu'on a récupéré dans les égouts de la ville. Des sacs d'excréments, quoi. Oui. 774, très précisément. Pas mal. Vous n'avez pas idée des merveilles qu'on trouve là-dedans. Tout le menu y est. Des arêtes de poisson, Oui. des coquilles d'œufs, et j'en passe. On peut en déduire qu'ils se nourrissaient bien, Tout à fait. même dans les quartiers modestes. Des fruits frais ou à coque, du poisson, de la viande. Oui, ils mangeaient varié et équilibré. La plupart des habitants avaient un régime alimentaire sain. Qu'en était-il des esclaves et des pauvres? Après avoir étudié les ossements du sous-sol, le verdict de Fabian Carnes est sans appel. D'après vous, il y avait une différence d'alimentation entre riches et pauvres? Non, ou en tout cas rien de flagrant. Voilà qui est fascinant. Ça veut dire que tous les habitants du coin bénéficiaient d'une alimentation saine et équilibrée. Oui. En tout cas, ce qu'on a trouvé ici. En l'an 79, chacun mangeait à sa faim à Pompéi, les riches comme les pauvres. Mais dans la semaine qui a suivi le séisme et précédé l'éruption, ils sont venus à manquer d'une autre denrée essentielle. En effet, il semblerait qu'une pénurie d'eau ait frappé la ville. Pour Crassus Tertius et les autres Pompéiens fortunés, les ennuis commencent. Quant aux esclaves et aux pauvres, ils n'ont plus accès aux bains publics. Les maisons particulières ne sont plus alimentées en eau. Pire encore, les fontaines de la ville semblent s'être asséchées. À Pompéi, les fouilles révèlent que des conduites ont été déterrées peu avant l'éruption, certainement pour tenter de résoudre le problème. Elles n'ont jamais été remplacées, faute de temps. Avec une température avoisinant les 40 degrés et de moins en moins d'eau à disposition, la vie devient difficile pour Crassus, la Dame Verte et tous ceux restés à Pompéi après le tremblement de terre. Les marchands ne peuvent plus laver leurs produits frais. Sans irrigation, les fruits des vergers et vignobles se mettent à pourrir. Pourtant, certains commerces ne semblent pas avoir souffert de la situation. En ville, l'industrie du sexe bat son plein. Rien n'indique que le séisme ait changé les habitudes des Pompéiens. Mais le commerce sexuel entraîne son lot de conséquences. Au sous-sol, là où étaient rassemblés les pauvres, certains ossements nous en disent long sur les maladies sexuellement transmissibles. Voici les dents de deux fillettes âgées de 12 ans. Que pouvez-vous me dire sur ces enfants? Et comme vous le voyez, les dents sont déformées chez les deux individus. C'est pour ça qu'on pense qu'elles étaient jumelles. Ça apparaît beaucoup mieux à l'écran. On constate une déformation très nette des incisives, les dents de devant. Ces encoches, ce n'est pas normal. Pas du tout. C'est une anomalie. Ces anomalies ont été découvertes par Maciej Henneberg, un collègue de Fabian Carnes.
Il y a 2000 ans, le mont Vésuve a semé la mort parmi les habitants de Pompéi. Conséquence de l'éruption, une pluie de pierres ponce et un nuage de cendres volcaniques s'abattent sur la ville et la plongent dans l'oubli pendant 1600 ans. Dans la panique générale, 54 personnes parviennent à se réfugier dans un sous-sol. Certains ont quitté leur foyer les mains vides, d'autres ont réussi à emporter leurs biens les plus précieux. Pendant quelques heures, ils ont échappé au sort de leurs voisins. Aujourd'hui, leurs squelettes sont sur le point d'être exhumés et analysés. Ils ont une histoire incroyable à nous raconter. Je m'appelle Don Wildman, et ça, c'est le cratère du Vésuve, un des plus célèbres volcans de tous les temps. En l'an 79 avant Jésus-Christ, il y a 2000 ans, il a frappé toute cette région du sud de l'Italie. Les villes romaines de Pompéi, Herculanum et Oplontis étaient dans la ligne de mire de ce volcan. Le Vésuve les a rayés de la carte en l'espace d'une nuit. Les édifices, les habitants, leurs coutumes, tout a disparu. Je veux à tout prix comprendre ce qui s'est passé là-bas. Mon père était professeur d'histoire, je dois tenir ça de lui. J'ai toujours eu l'ambition de venir à Pompéi, et après de longues années d'attente, le jour est enfin arrivé. Avant l'éruption, Pompéi compte 12 000 habitants. C'est une ville animée et florissante, où les aristocrates coulent des jours heureux, servis par une nuée d'esclaves, et où les marchands s'enrichissent de jour en jour. Construite sur le front de mer le plus opulent de tout l'Empire, Pompéi est un lieu de villégiature prisé des Romains fortunés. C'est un peu le Saint-Tropez de l'Antiquité. C'est ici que les plus riches construisent leurs résidences d'été, comme la fastueuse villa Oplontis. L'historien John Clark pense qu'elle appartenait à Poppée, la seconde épouse du cruel empereur Néron. Jusqu'à présent, les fouilles ont mis au jour une centaine de pièces. Les murs y sont décorés de fresques somptueuses aux pigments extrêmement rares, provenant des régions les plus reculées de l'Empire romain. Cela fait 20 ans que John étudie ce site. Selon lui, cela ne fait aucun doute. C'est dans cette ville de Campanie que l'élite romaine venait se payer du bon temps. La piscine privée de la villa se trouvait ici. Parlez-moi de Poppée, la propriétaire des lieux. C'était l'épouse de Néron, mais elle avait la réputation d'être une femme aux mœurs légères. Elle menait une vie dissolue avec des partenaires masculins ou féminins et de tous âges. Bref, si on en croit les écrivains de l'Antiquité, c'était un sacré personnage. Je vous laisse imaginer ce qui a pu se passer dans cette piscine. Pour les Romains, faire l'amour avec quelqu'un de beau était considéré comme une offrande aux dieux. Que votre partenaire soit un homme ou une femme, qu'il soit jeune ou vieux, il fallait profiter pleinement de l'acte sexuel et remercier les dieux. Le concept me plaît. Oui, moi aussi. Surtout dans une piscine pareille. Les aristocrates n'étaient pas les seuls à aimer batifoler, comme le montrent les fresques de ces bains publics. Mais l'intérêt de Pompéi ne se limite pas à la vie sexuelle de ses habitants, loin de là. Quelques mètres sous terre, les bains, fontaines et autres piscines privées bénéficient du système d'alimentation en eau le plus élaboré de toute l'Antiquité. C'est une ville dont la construction a été mûrement réfléchie. Rien n'est laissé au hasard, de la disposition des rues aux habitations, en passant par les boutiques, les bars et les tavernes, sans oublier le plus ancien amphithéâtre du monde romain. Mais à Pompéi, le temps s'arrête définitivement en l'an 79 avant l'éruption du Vésuve. Pendant des siècles, cette ville opulente restera figée, ensevelie sous plusieurs milliers de tonnes de cendres émises par le volcan. Pour vous permettre de visualiser l'énorme quantité de cendres qui s'est abattue sur Pompéi et ses environs, regardez simplement ceci. Je me tiens au sommet d'un mur de cendres haut de 20 mètres. Vous ne rêvez pas, ce mur est constitué exclusivement de cendres.
La ville tout entière en était recouverte, tant et si bien qu'elle est tombée dans l'oubli pendant plus de 15 siècles. C'est au XIXe siècle qu'ont eu lieu les premières vraies fouilles archéologiques. Elles ont permis de mettre au jour les squelettes de centaines de personnes ayant vécu et trouvé la mort à Pompéi. Leurs chairs se sont décomposées, ne laissant que des espaces vides épousant la forme des corps. Les archéologues de l'époque ont rempli les interstices de plâtre liquide pour obtenir un moulage des victimes à l'agonie. Ces bouleversantes statues humaines ont beau avoir rendu Pompéi célèbre dans le monde entier, la méthode utilisée à l'époque a irrémédiablement contaminé les ossements. Elle a ainsi détruit les preuves qui, grâce aux technologies actuelles, auraient fourni de précieuses informations sur le mode de vie des Pompéiens. Les squelettes datant du 1er siècle sont d'une grande rareté, car les Romains brûlaient leurs morts. Pour les chercheurs, la déception est d'autant plus grande. Mais aujourd'hui, certains d'entre eux reprennent espoir. Au hasard des fouilles près de la Villa Oplontis, les archéologues sont tombés sur une cave attenante. Elle contient les ossements de 54 hommes, femmes et enfants, tous victimes de l'éruption. Regardez-moi ça. Un amas de squelettes blottis les uns contre les autres dans un sous-sol. Ces gens n'avaient aucune idée de ce qui se tramait dehors. Ils étaient plongés dans le noir, terrorisés, et ils comptaient les uns sur les autres pour s'en sortir vivants. Mais ces victimes ne sont pas recroquevillées comme celles immortalisées par les moulages. Au contraire, leur attitude semble parfaitement détendue. Alors, comment sont-elles mortes? Et que font-elles là? Aujourd'hui, ces 54 squelettes parfaitement conservés sont analysés à l'aide d'outils scientifiques de pointe. Ils nous dévoilent le régime alimentaire des victimes, leur état de santé et même quelques détails sur leur vie sexuelle. Fabian Kanz est médecin légiste. C'est lui qui dirige l'enquête. Ces ossements sont une mine d'informations sur les mœurs des Pompéiens au 1er siècle après Jésus-Christ. Nous sommes